Yohan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Yohan, comme tu viens de le dire, Yohan Colo. J'ai 29 ans, bientôt 30. Je suis de 96, donc et je suis début d'année, donc l'année prochaine, c'est 30 ans. Ça me fait bizarre. Et je suis entrepreneur dans le monde de l'alcool et de la communication. Ok. J'ai un compte Instagram et même maintenant différents réseaux sociaux qui portent le nom de Dose de France, sur lequel j'ai réuni plusieurs centaines de milliers d'abonnés, dans lequel je parle de gastronomie, alcool français de manière générale, ou d'art de vivre, d'un certain art de vivre à la française, on va dire. Et je suis passionné de spiritueux. Voilà, je pense que ça, c'est la pierre angulaire de tout le reste. Oui, c'est qu'un jour, je suis tombé amoureux des alcools forts et j'ai créé tout le reste. Si je ne m'abuse, tu as été caviste. Alors, j'ai été caviste de manière assez rocambolesque, ouais. Donc, j'ai été caviste chez Lavinia, qui était anciennement, je crois, la plus grande cave d'Europe à Boulevard de la Madeleine à Paris, avant de fermer il y a, je sais pas, 2-3 ans. Et j'ai été aussi caviste chez Jules, et après j'ai travaillé vite fait dans quelques autres caves. Donc pour la petite histoire, comment je suis devenu caviste, c'est parce que, comme je viens de te le dire, j'étais vraiment passionné des spiritueux, et en même temps pas passionné de l'école. Donc j'avais pas enfin les études, voilà, ça me faisait un peu chier. C'était pas le truc dans lequel j'étais le plus assidu. Et de retour d'un voyage aux États-Unis où j'ai été encore plus pris de passion pour ces alcools. Donc j'étais dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. J'ai fréquenté un bar à spiritueux dans lequel il y avait pléthore d'alcool français. Et les gars sur place, bon, moi je m'étais un peu raconté en faisant genre que je m'y connaissais vraiment très très bien, ce qui était pas vrai. Et en voyant un Français, ils étaient tous très heureux que je puisse parler des alcools français. Okay. J'ai pas pu le faire. Il y a eu une certaine honte. Je suis tombé en disgrâce lors d'une soirée. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de s'y coller un peu, d'aller creuser plus loin dans cette passion naissante. Et donc, j'ai fait des faux CV et j'ai candidaté. J'ai été embauché chez Lavinia, qui était la plus grande cave d'Europe. Comme quoi. En tant que caviste. Et en n'y connaissant rien du tout, parce que je sais que tu t'intéresses aussi au vin. Sujet que je maîtrise beaucoup moins, il faut le dire, même si maintenant je maîtrise un peu quand même. Mais je n'y connaissais rien en vin, je connaissais juste la différence entre blanc et rouge. Et je pense que je savais même pas comment fabriquer du rosé. Ok. Et j'étais devenu caviste. C'est fou, t'es resté caviste combien de temps? Au moins 2 ans plein. Ok. Peut-être un peu moins. En parallèle avec ton compte Dose de France? Ouais, ça existait déjà. Donc Dose de France, tu l'as lancé quand? Début 2018, je crois. Pour les auditeurs, je vous invite à aller faire un tour, que ce soit sur Instagram ou TikTok, pour voir le compte de Yohan et juste admirer le nombre de followers que Yohan a réussi à amasser en parlant d'alcool. Chose qui est absolument... c'est très... Ça a beaucoup évolué, quoi. Ça a beaucoup évolué, mais c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, je ne connais pas d'influenceurs ou de créateurs de contenu français, notamment dans le vin, qui ait amassé autant de followers. Il y a Émile. Oui, Émile Codens, ouais. Mais il a autant que toi? Non. Il a plus, je crois. Hein. Sur Instagram? Insta, non. Non. Mais Insta, TikTok, non. je crois, il a beaucoup TikTok, plus. TikTok, oui, mais Instagram, non. Instagram, pour percer, entre guillemets, en parlant d'alcool, très compliqué. Ouais, c'est la bouffe qui marche bien. C'est la bouffe. Ouais. Ok. Honnêtement, donc, il y a 8 ans, Dose de France. Ton aventure en tant que caviste, c'était il y a combien de temps? C'était 2019-2020. Ok, d'accord. Donc, au sortir du Covid... Ouais, plein milieu, en fait. Avant, plein milieu et sortie du Covid. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, moi, je t'ai invité dans ce podcast pour parler donc de ta marque, de Michelot. On va certainement parler aussi d'autres choses. Mais j'aimerais comprendre, quand tu crées de Michelot en 2023, tu vises quoi exactement? Est-ce que tu veux créer un produit, tu veux créer un mouvement autour des spiritueux français, ou tu veux dépoussiérer une catégorie? Moi, au début, quand j'ai lancé de Michelot, en fait, 1 an avant sortie de Covid, j'avais déjà essayé de lancer une marque où je voulais faire des embouteillages indépendants de spiritueux français. Finalement, ce que j'ai fait quand même par la suite, et elle s'appelait Maquisard, en fait. C'est le tout premier embouteillage Maquisard, je l'ai fait en 2021. Et même si je connaissais très bien le milieu, je commençais à plutôt bien le connaître, disons, pas autant que maintenant, évidemment, mais j'ai foiré commercialement parlant, j'avais le cul un peu entre deux chaises, je voulais faire un truc premium, mais pas cher. Oui, impossible, surtout quand tu veux faire du 100% français. Voilà, c'est impossible. Exactement. Et puis j'avais 8000 abonnés, donc c'était pas du tout la même chose que maintenant. Mais moi j'ai toujours aimé créer des boîtes, l'entrepreneuriat, ce qui est vraiment clairement mon autre passion à côté des spiritueux. J'aime créer des choses, j'arrive pas à garder des boulots salariés. C'est juste dans ma nature, en fait. Et donc j'avais créé ça avait pas marché, pas trop marché. On avait vendu 300 bouteilles, quelque chose comme ça. Sur combien de temps? Plusieurs mois, hein. Tu peux pas vivre avec ça. Non, pas du tout.
Sachant qu'en plus il faut répéter à chaque fois les embouteillages, machin. Donc je suis retourné travailler en extra en restauration et j'avais jamais arrêté en fait finalement. Donc, j'ai juste dit je vais continuer à travailler en restauration, mais impossible de jamais recréer quelque chose. Je me dis j'aime bien les liqueurs, j'ai 2-3 trucs de côté, 2-3 idées qui traînent. Les liqueurs on peut les reproduire à l'infini. Entre guillemets. Ça fait des gammes qui durent dans le temps. J'ai appris de mes erreurs avec ce que j'ai fait sur Maquisard, notamment la compréhension de la logistique, des problèmes douaniers, etc., des calculs, des marges. Et je me dis, pour éviter de faire ces problèmes et essayer de tout de suite rentrer chez un distributeur intéressant, je vais m'associer avec un mec qui le fait déjà. Un mec que t'avais pas rencontré avant. Un mec que j'avais jamais rencontré, non. Okay. Mais ça faisait 5 ans que je discutais avec lui sur Instagram. D'accord. Et j'avais déjà goûté les produits parce que lui était est toujours embouteilleur de whisky, de whisky écossais principalement. Et donc je sais que c'est quelqu'un qui goûte bien. Donc, dans le milieu, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a un palais, quoi. C'est quelqu'un qui faisait son business depuis plusieurs années, donc j'imagine qu'il savait de quoi il parlait, que ça marche ou que ça marche pas. Il comprend la logistique, tout ça. Bien sûr. Et il venait de rentrer chez la Maison du Whisky. Je lui ai dit, je vais l'appeler, il a des contacts, des connaissances, et j'aime bien ce qu'il fait. Il s'avère qu'il accepte par téléphone de s'associer avec moi après plusieurs conversations, évidemment. On s'est toujours pas vus, et donc on a monté de Michelin ensemble, et moi j'ai proposé à mes parents de s'associer avec moi, puisque dans mes différentes boîtes par le passé que j'ai pu créer et cracher, il y a un même problème qui est toujours revenu, qui est que je suis phobique de l'administratif. Mais phobique, j'en ai pas peur, mais c'est juste que moi je vois un courrier, je l'ouvre, je lis la première ligne, je comprends rien, ça m'énerve, ça me stresse. Vraiment, les relations banque, comptable, voilà, exactement. Tout ça, je me connais après 3 ou 4 boîtes dans le mur, je connais. S'il n'y a pas quelqu'un qui le fait pour moi, j'y arriverai jamais. Ma mère et mon père, c'est tout l'inverse. C'est bizarre que j'en ai pas hérité, mais c'est tout l'inverse. Ils sont carrés de chez Carré. Ma mère collectionne les factures en fait, tellement elle les a dans des trucs différents. Donc je prends les papiers, je les donne et je sais que derrière tout sera merveilleux. Si j'ai un contrôle un jour, c'est pas à moi qu'il faut parler. Moi je sais pas. Oui, avec ma mère. Voilà, exactement. Oui, avec ma mère, moi je sais pas faire. Et donc on est parti à 4 là-dedans et il s'avère que Salim, qui est mon associé, qui lui est suisse, la première fois qu'on s'est vu de notre vie, c'était 4 ou 5 mois après le lancement de la boîte. Je suis associé avec un mec que je connaissais pas. C'est assez couillu ça. Je m'étais associé avec des mecs où j'ai déjà vu beaucoup d'associations entre personnes qui se connaissent. Et finalement, ça marchait pas parce qu'ils se gueulent dessus. Puis en plus, après, derrière, ils sont plus amis. Je me suis dit, est-ce que c'est risqué de s'associer avec un mec que je connais pas? Si je m'engueule avec lui, au moins. Oui, finalement. Je l'aurais juste pas vu, quoi. Exactement. Non, ça marche très bien parce qu'on a des personnalités qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Très calme, très prudent, très méthodique. Alors que moi, je suis plutôt impulsif, bulldozer, y aller à fond. Et grâce à lui, on est rentré chez la Maison du Whisky dès le début. C'est grâce à eux. Donc c'est grâce à lui. Ouais, exactement. C'est grâce à lui. C'est lui qui a tous les contacts. Et on a fait notre lancement chez la Maison du Whisky. Et très beau lancement parce qu'on a fait crash leur site pour une bouteille de Gentiane. Ça fait mieux que Chichibou ou Weller. Ça, c'est un beau palmarès. C'est énorme. Ouais, c'était pas mal, ouais. On avait bien rigolé. Tu t'imagines que donc, tu as lancé ta boîte, on verra après l'investissement de base. Ok, tu as un associé qui est un embouteilleur indépendant. Ok, c'est la chance de cette association de terminer, de faire ton lancement chez la Maison du Whisky. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, c'était rigolo. Avec du recul, quand t'es dedans, tu t'en rends pas toujours compte, mais avec du recul, c'était marrant. Puis on a fini dans les meilleures ventes de leur partie, parce qu'on est rentré chez TAG, qui est un programme spécial de la Maison du Whisky. Et on a fini très régulièrement dans les top ventes de ce programme-là. Puis encore aujourd'hui, il me semble que c'est parmi nos meilleurs clients qui vendent toujours très bien nos produits, malgré le fait qu'aujourd'hui, nous, on est notre site internet, parce qu'avant, on renvoyait que vers chez eux. D'accord. Donc c'était normal qu'ils vendaient bien, puisque toute la com qu'on pouvait faire, c'était renvoyé vers chez eux. Je te le dis maintenant, avec cette nouvelle année qui est notre 3e année, la Maison du Whisky vend mieux nos produits que quand on renvoyait tout le monde vers chez eux. Ah oui? Ouais. C'est intéressant, ça. Ou quasiment, ils reviennent avec Comment tu l'expliques? Aucune idée. Peut-être notre marque commence à être un peu plus connue. Je vois qu'il y a avant, c'était que des particuliers qui achetaient chez la Maison du Whisky. Maintenant, c'est essentiellement des pros. Donc, ça peut-être des pros qui connaissent notre marque, qui n'ont pas envie de passer en direct, pour raison pratique, tout simplement, et qui commandent via la Maison du Whisky. J'ai quand même une petite question à te poser, parce que même si toi, tu aimes l'alcool et tu aimes tout ce qui est liqueur, c'est une chose, mais on ne crée pas une marque pour soi. Comment on peut savoir, quand on a un projet de lancer une marque d'alcool, si ce projet mérite d'être une marque ou si c'est juste une envie personnelle et plus une envie
j'allais dire, drivé par l'ego. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. On apprend plus de choses. Je remarque, en vieillissant, honnêtement, j'ai ouvert ma première boîte à 20 ans et là, je vais avoir 30 ans. Et il y a plein de choses qu'on apprend à force de se casser les dents et même en vieillissant, devenant un peu plus mature. C'est que oui, tu as totalement raison. On n'ouvre pas une boîte que pour soi. Il faut aussi que ça marche. Absolument. Parce que sinon, en fait, ça marche plus. Donc, il n'y a plus de boîte. Le symptôme assez classique de ça, c'est que les 3 liqueurs que je préfère sur les 6 qu'on vend, c'est les 3 qui se vendent le moins bien. Est-ce que je suis étonnée? Pas du tout. Malheureusement. Et on est obligé de faire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que les 3 qui se vendent le mieux, je les aime pas. Bien sûr. C'est juste que c'est dans mes goûts personnels, ce que moi je préfère, c'est ce qui marche le Ouais. moins. Parce que j'ai peut-être des goûts atypiques. J'ai lancé une gentiane en tout premier. Autant te dire que c'est vraiment, s'il doit y avoir une liqueur en France qui marche pas, c'est la gentiane. Et nous, même si ça reste notre meilleure vente en une unité sur notre site internet, elle est, je crois, 4e ou 5e, même 5e des ventes en tout sur nos 6 liqueurs. C'est quoi la première vente? C'est Sureau maintenant. Le Sureau, dans tous les cas, en ce moment, c'est en train de revenir entre les morts. C'est fou. Non, on l'a sorti Sureau et Genepi loin devant. Et Genepi Après, bénéficie. c'est la saison aussi. Oui, c'est ça. Okay. Donc on verra avec l'été qui va passer, mais oui, c'est ce qui marche très bien. Et donc pour revenir sur ce que tu disais, donc les goûts personnels se traduisent pas forcément en réussite business. Et puis moi, je sais pas si ça viendra dans tes futures questions, mais tu sous-entendais est-ce que si j'aurais pu faire autrement ou... C'est ça, et c'est surtout, est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu as sondé ta communauté? Parce que, encore une fois, même si l'effort financier restait modeste à l'échelle d'une boîte, c'est quand même pas anodin de lancer une boîte. Et si on si on lance une boîte avec l'objectif de pérenniser le modèle, faudrait quand même être sûr que ça rencontre son public. Ouais. Alors, l'étude de marché, je t'avoue qu'avec moi, souvent, c'est... Je sens qu'il y a un truc. Mouillé, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc à faire. Parce que bon, l'étude de marché dans l'alcool, oui, le marché se casse la gueule, les gens boivent de moins en moins bien, les jeunes, ils boivent plus. Et moi, t'arrives, je veux lancer une marque dans l'alcool. Mais en soi, tu aurais pu me dire, oui, mais tout ce qui est alcool, tu sais, les alcools d'antan, ça cartonne depuis la fin du Covid. T'as qu'à voir... Je sais pas si on y est pour quelque chose, mais... Je sais pas non plus. Mais oui, c'est vrai que ça marche bien. Mais tu vois, je sais pas si t'es allé au Whisky Live, mais au Whisky Live, c'était il y a 2-3 ans, il n'y a jamais eu autant de liqueurs. Et de liqueurs. Les liqueurs, c'est une catégorie qui est en train de renaître encore une fois de ses cendres, et portée par cet engouement pour le Made in France, pour toutes ces eaux de vie un petit peu, eaux de vie, liqueurs patrimoniales. Donc hyper intéressant. Les liqueurs, oui, c'est un alcool déjà qui est historique français. Toutes les régions, tous les départements avaient leurs liqueurs. Ça s'explique aussi parce qu'on peut faire de la liqueur avec tout et n'importe quoi. Oui. Que c'est facile à boire, que ça plaît aux initiés comme aux amateurs. On peut en faire de différents degrés de complexité, que ce soit en macération simple d'un mono-ingrédient ou en distillation de multiples ingrédients avec vieillissement, machin. Nous, on a fait un Genepi vieilli en fût de rhum, par exemple. L'année dernière, on a fait 50 bouteilles parce qu'on avait fait un truc de 30 litres. On s'attendait à rien. En fait, il nous restait 30 litres de Genepi sur le côté. On n'avait pas de bouteille. C'était vraiment à l'arrache à un moment. On s'est dit, vas-y, on met dans un fût de rhum et on verra. Oui, ça s'est vendu comme des petits pains. Ah, mais c'est... 50 bouteilles avec un finish en fût de rhum. La meilleure liqueur qu'on ait sortie jusqu'à présent, c'était ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, tout le monde me le réclame encore aujourd'hui. Donc, on va le refaire, évidemment. On va le refaire, mais on attend juste d'acheter un fût de rhum plus gros. Plus gros, ok. Et de produire du Genep pour ça. Mais moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et puis c'est tout. Et après, ça marche pas. On essaye de faire en sorte que ça marche. Mais... Je pense pas que tu as été un petit peu porté par ta communauté et le fait que ta communauté interagit avec tes contenus? Bah si, forcément. Je pense que je l'aurais pas forcément lancé sans ma communauté. Mais par exemple, ma communauté me réclame tout le temps d'ouvrir un restaurant et j'ouvrirai pas un restaurant. Alors vraiment, si tu veux gagner de l'argent. Ah bah oui. Alors c'est pas un restaurant. Si j'ai travaillé en restauration, mes clients sont des restaurateurs. Ouais, non. Je vois le marché de la restauration. Absolument. Tu vois que c'est pas là où il faut aller. Les mecs qui marchent sont des gars qui font de la restauration depuis des années, qui maîtrisent leur sujet à un niveau stratosphérique. Tu as un restaurant, tu deviens un restaurant en fait. Et la personne s'abandonne à son propre projet, fixé à un endroit perpétuel. C'est tout est vendredi, tout est samedi soir. Non, je n'aurais pas de restaurant. Donc il y a à la fois oui parce qu'il y a ma communauté, mais il y a aussi ce que moi je sais être les envies que j'ai. Ok. Je n'ouvrirai pas de bar, je n'ouvrirai pas de restaurant.
Ok, bon, message clair. Je pourrais devenir actionnaire d'un restaurant à la limite, mais ce serait bien le bout du monde. Pour en revenir au côté création de marque, quand on choisit un positionnement, quand on doit choisir un positionnement marketing, quand on n'a pas encore de marque, pas encore de réseau, on n'a pas encore de preuves, on n'a pas encore de produits, comment on fonctionne? Moi, j'y suis allé comme un bourrin avec ma communauté. Est-ce que tu arriverais à nous décomposer comment tu as fonctionné? Alors au début, je parlais énormément du fait que moi, je buvais des gentian toniques. Ok. Donc je disais sus tonique parce que ça rentre plus dans le crâne des gens que Gentian tonique. ouais. Mais en fait, je buvais de la Salers, moi. D'accord, ok. Voilà. Team affrontement sus D'accord. Salers, c'est de niche. Hein. D'accord. Il y a très peu de gens qui feront cet affrontement, mais moi, je suis team Salers. Maintenant, je suis team Moi, de j'aime les Michelot. débats clivants. Ah voilà, Ok. ça va. Ok. Je suis pas sûr que ça va être très clivant, mais moi maintenant je suis team de Michelot, force est de constater que je suis team de Michelot. Mais à l'époque j'étais team Salers, mais je disais sus tonique parce que les gens connaissaient mieux. C'est ce que je bois au bar ou chez moi, déjà parce que ça coûte pas cher et parce que c'est très très bon, on va pas se mentir. Et quand j'allais à chaque fois que je vais au bar, c'est toujours pareil. Quand tu demandes ça, mec qui te regarde avec des yeux, t'es le premier déjà en dessous de 70 ans qui me commande ça, et t'es le premier qui me commande ça depuis 30 ans quoi. Wow. Et mais il y a des gens, ils ont des Suze ou des Salers dans leur bar. Ils demandent au barman, ouais, ça vous en passez de ça? Il dit, tiens, c'est la première personne en 5 ans qui me parle de cette bouteille. Ah ouais. Le marché de la gentiane n'est pas. Ah, c'est niche. C'est pas gros, quoi. Non, c'est un mouchoir de poche. Exactement. Et donc j'en parlais énormément. Et le vendredi soir, le samedi soir, pendant que j'étais au boulot, je prenais ma pause pendant le service. Mais je recevais, mais il y a un moment où je recevais 100, 150, 200 photos de personnes avec leur gentian tonique qui étaient en train de boire des sus toniques, machin. Je dis, ça me fait chier. Attends, il y a Pernod Ricard, il va pas me filer 1 euro pour faire de la pub de Suze. Je dis, et puis moi, mon truc, c'est les alcools. J'aime bien monter des boîtes. Vas-y, je vais monter ma propre gentiane faite pour être bu en tonique. Oui, donc au final, même si t'as pas fait d'études de marché, tu es pas allé. Tu es allé au doigt mouillé, mais au doigt mouillé. Exactement, tu es allé au doigt mouillé, mais pas trop au doigt mouillé non plus. L'étude de marché autour de moi, ça a tendance que ça cartonne. Dans le vrai monde, beaucoup moins. Alors oui, pour te dire que c'est même un effet, c'est qu'on a tout cassé en une semaine. Ouais. Et après, calme plat. Bah oui. Okay. Et après, tu dis. Pour qu'une boîte elle marche, le deuxième mois, il faut vendre encore, et encore, et encore. Et puis les gens, ils ne sirotent pas des bouteilles de gentiane tous les mois, quoi. C'est pour ça que c'est venu très vite, 2 mois plus tard, l'idée de faire un Génépi, quelque chose, et donc avoir un effet de gamme, en fait. Ok. Donc, la gentiane, vous l'avez lancée en 2023. Juillet 2023. Ok, le Génépi. Octobre. Ok, et après, quels ont été les... Après, on a fait verveine, menthe, et ensuite, là, en septembre, on a sorti 2 d'un coup, anisette sur eau. Laisse-moi deviner, la menthe pastille. Enfin, la menthe, ça cartonne, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout? Non, parce qu'en fait, je déteste la menthe pastille. Ah, ok. Je l'annonce à tous les angevins qui disent que c'est extraordinaire. Ah, on va pas non plus... c'est mieux que le jet, mais on va pas non plus s'extasier. Je trouve dur, mais... C'est pas mauvais, voilà. Mais ça marche très bien. C'est pas cher, ça plaît au palais de tout le monde. Ouais. En fait, ça remplit la mission que c'est censé remplir en mieux que le jet. Voilà. Sauf que moi, je déteste ça. C'est mes goûts personnels. Okay, c'est que de la menthe poivrée, menthe glaciale, hyper frais. Et juste, moi, en fait, j'ai l'impression que je bois mon dentifrice, ça m'énerve. Et donc, je me suis dit, gros malin que je suis, on va faire une menthe pour faire du volume, puisqu'il nous faut bien... Le but, c'était de faire des vieilles liqueurs. Mon menthe, c'est pas vraiment une vieille liqueur. Mais je me suis dit, on va le travailler en mode vieille liqueur et pour que ça me plaise à moi. Donc, on a fait une menthe, assemblage menthe douce, menthe poivrée, qui a un goût vraiment... les gens pourront goûter s'ils la croisent dans un resto ou s'ils l'achètent. Ça a un goût de thé à la menthe. Ok. Et vraiment, c'est très bon. C'est vachement bon. Ouais. Mais du coup, ça ne remplit pas la mission d'une menthe pastille. Les gens, ils goûtent ça et ils sont déçus. Non, ils aiment bien, mais quand tu as demandé une menthe pastille et que tu as ça, tu n'as pas ce que tu voulais. T'as pas ce que tu voulais, Donc non, c'est pas du tout dans le meilleur vente. Ouais. Alors que de base, c'était censé servir à ça. Le sureau remplit beaucoup mieux la fonction. Par rapport à ton positionnement, il y a quand même un positionnement assez défini. Qui est de remettre... la mission de Michelot est quand même assez claire, à savoir remettre au goût du jour les liqueurs françaises. Ouais. Tu parles beaucoup d'empaysagement, tu parles beaucoup du fait de... Enfin, d'empaysement... Je te laisse. Ça suffit. Enfin bref, tu parles beaucoup du fait de... En fait, le positionnement je te posais une question par rapport au positionnement de Michelot, parce que selon moi, je trouve que ton positionnement et ta ligne de conduite, elle est quand même assez claire, à savoir remettre au goût du jour donc, les liqueurs françaises, mais aussi ressusciter de l'engouement pour le terroir et le territoire français. Ouais.
Est-ce que tu pourrais développer un petit peu autour de ça, tout ce que vous avez entrepris autour de Michelot? Et j'aimerais aussi revenir sur le nom de la marque et aussi sur le nom de ta marque d'embouteilleur indépendant qui est lié à ton histoire personnelle. Et je trouvais que c'était un super clin d'œil fait aussi à l'histoire française. En ce qui concerne le réenracinement, moi je l'appelle plutôt comme ça, c'est en fait en France on a un terroir qui est absolument extraordinaire, pas seulement parce qu'il l'est en lui-même, mais parce qu'il y a des gens qui ont su l'exploiter et le transmettre et le travailler encore et encore et encore. Et en fait, quand on s'intéresse au monde des alcools, que ce soit à travers le vin, mais à travers des spiritueux, c'est encore plus vrai, je pourrais dire, parce que je me mettais à regarder ce que faisaient un peu les autres pays. Et en fait, on a, nous, une variété, une diversité d'alcool fort qui est, mais j'ai l'impression que chaque foutue plante qu'on a croisée, on l'a foutue dans de l'alcool pour voir ce que ça donnait. On a distillé tous les fruits. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait produire, quoi. Et en fait, d'autres pays ont beaucoup plus de concentration autour de gros alcools, gin, whisky, rhum, etc. Si c'est con parce que tu as quand même une convergence des palais, une uniformisation des palais, que ce soit autour de la gastronomie, de l'alcool, enfin de la gastronomie de manière générale. Et cette variété, ce côté original des choses qui existaient déjà, qui marchaient, pour moi peut perdurer, doit être préservé, mais il faut que ça soit modernisé, évidemment. Parce que je l'ai des fois, la remarque de ta gentiane, c'est pas une vraie gentiane, comme on faisait avant. Si les gens en boivent plus, c'est aussi pour une bonne raison. C'est pas que parce qu'ils comprennent rien à rien. Bien sûr. C'est toujours multifactoriel, quoi. Donc on crée des vieilles liqueurs qui ont ces ADN des vieilles liqueurs, mais remise au goût du jour. Voilà, avec des assemblages qui peuvent un peu plus plaire au palais d'aujourd'hui. Et par exemple, nous, on fait toujours des plutôt bas en alcool. La moins forte est à 20 degrés, la plus forte est à 35. Quand on compare à des chartreuses à 55 ou d'autres liqueurs qui étaient toujours à 40 et plus, les gens maintenant ils veulent moins d'alcool, c'est clair, c'est identifiable, c'est mesurable, et moins de sucre. Parce que le liqueur, c'est une appellation de sucre, et nous, on met toujours le minimum de sucre. Et pourquoi cette idée de rester ici pour voyager a autant compté en fait, pour toi dans ta création de marque? Déjà parce que moi, la France, c'est mon pays. Je connais moins les autres pays. C'est une bonne réponse. Voilà. Et puis moi, de mon histoire personnelle, moi, je n'ai aucune autre origine. C'est-à-dire qu'on peut remonter des deux côtés à je ne sais pas combien d'arrière-grands-parents. Moi, je suis français depuis aussi loin que je puisse creuser. J'ai pas d'attache ailleurs. Moi, je suis vraiment amoureux de mon pays. J'ai envie de faire des choses qui sont de chez moi, en fait. Et en plus, on a des choses à montrer, à exprimer, à revaloriser. En fait, c'est pas un calcul, c'est assez naturel dans ma tête de faire les choses comme ça. Je sais pas si je peux dire d'autres choses, mais... Non, mais c'est super clair. Et c'est d'autant plus clair que la marque a donc une signification particulière, le nom de la marque. Si, le seul truc que je pourrais rajouter, pardon de te couper, c'est qu'il y a eu pendant les années, moi quand je l'ai vu dans mon enfance, fin des années 90, début des années 2000, une grosse attirance pour ce qui venait de loin. Avec la mondialisation, on pouvait faire venir des choses de très loin, très rapidement. On peut comprendre qu'on découvre plein de nouvelles choses. Enfin, c'est pas nouveau quand les explorateurs découvraient l'Amérique ou que Napoléon allait en Égypte ou que sais-je. Enfin, quand on a ramené de l'ananas, c'était le truc qui excitait la cour des rois. Il y avait des locations d'ananas. Voilà, c'est l'exemple parfait. L'Angleterre victorienne, ils louaient un ananas pour le mettre sur la table. Voilà, parce que c'était dingue. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, même le tabac, le café, le cacao, etc. Les épices, enfin, ils voulaient tous aller en Inde et en Chine, c'est pas pour rien. Il y a eu cette grosse mode d'aimer ce qui venait d'ailleurs, sauf que comme toutes les modes, ça passe, et ce qui reste, en fait, c'est ce qui a toujours fonctionné, c'est ce qui est là, c'est ce qui est bien fait et ce qui est ancré dans nos traditions, dans notre culture. En fait, c'est de l'inconscient. On revient toujours à notre propre terre, on est amoureux de là où on est né, de là où on vient, de là où sont nos vraies origines. Et c'est comme ça, moi, c'est dans mon ADN, en fait, je peux pas faire autrement. Ok. Et typiquement, là, on parle de mondialisation, donc on parle un petit peu d'export. Typiquement, que penses-tu de la situation actuelle du cognac, sachant que le cognac, ses marchés principaux, c'était la Chine, la Russie et les États-Unis. Surtout les États-Unis. Surtout les États-Unis, mais bon, la Chine et la Russie aussi. Ouais. Je pense que c'est un très bel exemple de pourquoi il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier export, quoi. Oui, là, ils le payent. D'après très ce que cher. j'ai compris, j'ai eu encore une amie qui fabrique du cognac au téléphone il y a 2-3 jours. Oui, elle m'a dit que dans la région, il y en a qui ont très très mal. Ouais. Comment t'expliques, toi, de ton point de vue de créateur de marque d'alcool, la perception qu'on a du cognac, quelle est-elle aujourd'hui en France Moi, je considère
Après, c'est peut-être une erreur, mais parce que y en a, enfin, eux, ils ont fait beaucoup d'argent en réfléchissant d'une autre manière. Et c'est pas parce qu'il y a un moment où ça se retourne que c'est forcément nous qui avons la vérité. Non. Mais je considère que ta base doit toujours être la base qui est autour de toi, quoi. Sauf si vraiment tu viens d'un pays où personne n'est capable d'acheter ce que tu fais, ce qui peut arriver. Hein. Ceux qui font du rhum au Venezuela, par exemple, ils doivent faire beaucoup d'exports, j'imagine, puisque c'est assez compliqué à vendre sur place quand ton pays est très pauvre. Mais ils en sont arrivés à un point là où c'était 98% d'export, je crois, au global. Ils sont coupés en fait du marché intérieur. Voilà. Et le moment où ton export disparaît, mais là, t'es à vitesse grand V pour essayer de réapprendre aux gens à boire du cognac. Ce qui peut les sauver, c'est qu'il n'y a pas eu spécialement grand monde un autre alcool français qui a pris le relais, par exemple Calvados, Armagnac, qui ne se vendent pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui a pris la place, en fait, c'est le whisky. Je dis, c'est quand même con, quoi. On fabrique des trucs de dingue chez nous. Et le whisky, il y a un moment, ça a été quand même un peu fabriqué en France, mais il me semble que c'est parce que les rois voulaient que le céréal serve à autre chose que fabriquer de l'alcool. Donc c'est pas vraiment de chez nous, mais c'est de l'Angleterre, britannique, Angleterre, Écosse surtout, Irlande et États-Unis maintenant beaucoup. Tu dis, on importe un max de whisky, on en fabrique maintenant aussi beaucoup. On en fabrique des très très bons. Ouais, oui, bien sûr, maintenant oui, depuis 30, 40 ans. Et on exporte tout le reste. C'est un système qui, pour moi, sur le papier, semble bizarre, donc qu'il soit remis à l'endroit à un moment, c'est pas étonnant. Ouais, mais c'est pour ça que justement que je trouve ta stratégie très intéressante de vouloir remettre au goût du jour toutes ces liqueurs, mais aussi un certain art de vivre à la française, tout en ne sombrant pas dans le côté très trop conservateur qui pourrait devenir un frein. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que... D'abord, j'aimerais juste petit rétropédalage parce que tu nous as pas raconté l'histoire du nom de marque. Du nom, ouais. Et du nom. C'est le quand nom, même en fait, vachement intéressant. Donc de Michelot, qui est tout simplement l'assemblage entre le nom de mon arrière-grand-père corrézien, de Michel, et mon nom à moi, Colo. Et ça fait écho au fait qu'on fait des anciennes liqueurs, parce que c'est là-bas, c'est en Corrèze que j'ai bu mes premières gentianes, mais modernisées avec mon nom. Donc ancienne pour le nom de mon arrière-grand-père, modernisé pour mon nom à moi, de Michel Colo, de Michelot. Ok, et ton grand-père qui était maquisard, c'est ça? Et mon grand-père qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale en Corrèze. En Corrèze. Qui faisait, la principale mission qu'il a fait, c'était faire sauter des trains et passer des espions anglais sans parler un mot d'anglais. Ça devait être... Ça devait être épique. Entre le stress, le fait je pense que tu deviens bilingue. Un noble anglais, il débarque en Corrèze, c'est un paysan qui a jamais vu autre chose que les 100 bornes autour de lui. Ça devait être folklorique et il devait les faire passer de maison à l'autre selon des codes dont j'ignore la signification. On dirait un film avec Bourvil. Voilà, c'était un peu ça. Et lui, donc, il était maquisard. Bon, les maquisards, techniquement, c'est ceux qui avaient pris le maquis, donc qui allaient dans la forêt et tout. On pouvait dire qu'il était maquisard, mais à la fois pas vraiment, parce que quand il était jeune, il a eu une jambe qui est passée dans une moissonneuse-batteuse. Donc, disons que la course à pied, le crapahutage et tout, compliqué. Ouais. Donc, il était résistant, mais plutôt dans le sabotage et dans le passage de messages d'espions, etc. Après, on a sorti une marque donc d'embouteillage indépendant qui s'appelait le Maquisard, qu'on laisse un peu en stand-by en ce moment parce qu'on est très concentré sur de Michelot. D'accord, donc tu distingues vraiment les deux parties. Oui, bien sûr, parce que c'est pas du tout le même travail. Okay. Et je pense que trop de trucs différents viennent à se polluer. Parce que quand on a... L'un des défauts des entrepreneurs, c'est la dispersion. Oui. Et moi, j'incarne ce défaut. C'est pour ça que là, tu vois, l'administratif, j'ai repris ma mère. La dispersion, j'ai pris mon père. Et on fait des réunions et je me fais engueuler. Et c'est comment d'entreprendre en famille? Oh, ça va. Ouais. Non, ça va. Non, on est diplomate. Non, mais tant mieux. Mais au moins, vous connaissez tous vos points forts, vos faiblesses. Oui, bien sûr. Évidemment. Ouais. Par exemple, mon père ne vend pas une bouteille. Ah non, si tu le mets en commercial, on n'est pas prêt d'en vendre des bouteilles. Les réunions doivent être épiques. J'avais une question à te poser sur comment les consommateurs réagissent justement à un positionnement très français, très identitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça aide? Est-ce que tu penses que ça ferme certaines portes? Je pense que ça aide, oui, clairement, parce que les gens ont envie de ce réenracinement, que ce soit juste gastronomique ou culturel au global. De toute façon, on le voit, on le sent, c'est inévitable. Est-ce que ça peut fermer des portes? Par définition, moi, on m'a jamais fermé une porte en me le disant en face, mais je pense que oui, il y a des gens qui aiment moins un positionnement, qui aiment justement des choses plus internationales. Moi, on m'a jamais spécialement fermé une porte parce qu'on m'a dit oui, tu fais des liqueurs français, c'est conservateur, c'est bizarre, alors que le truc qui cartonne, c'est Chartreuse.
Je pense pas qu'il y ait plus conservateur que Chartreuse. Oui, c'est des ça. moines, il y a 4 siècles, qui ont fait une liqueur, qui sont toujours des moines aujourd'hui. Oui, non, c'est vrai. Donc, Et tout le monde s'extasie autour Mm. d'une liqueur qui est faite par des moines catholiques dans un ordre très rigoriste. Enfin, je pense pas qu'il y ait plus conservateur que la Chartreuse. Mm, mm. Donc si moi on me dit que c'est un peu identitaire conservateur de faire des liqueurs modernisées et qu'on boit de la Chartreuse, ça me paraît très bizarre, ou de la bénédictine. Oui, non, mais ça se tient, ça se tient. Voilà, donc les gens adorent ça parce que en fait, in fine, quand on vend de l'alcool, on vend pas que du goût, on vend une histoire, on vend un terroir, on vend une passion, et c'est ça aussi qu'on incarne. Est-ce que tu sais quelle est la promesse que tu délivres en fait à tes consommateurs hors la qualité du produit? Quand ils te parlent du produit, au-delà du goût, qu'est-ce qu'ils t'en disent? Moi, je pense qu'il y a aussi le fait, et encore, et c'est un truc qu'on essaye de diminuer, mais il y a le fait de ma propre image qui Oui. impacte inévitablement mes bouteilles. On essaye de le diminuer, pas pour que moi je sois détaché de Michelot, mais pour que de Michelot puisse vivre aussi de lui-même. Ouais. Mais donc, je pense qu'il y a un facteur de confiance et d'authenticité. Et le fait de se dire, OK, je ne serais pas retourné vers des vieux alcools seul, mais puisque c'est lui qui m'en parle, je vais au moins essayer. Et moi, il y a plein de gens, ils m'ont déjà dit, je reçois des messages des fois de mecs qui ont essayé, mais ils n'ont pas acheté mes liqueurs à moi en plus. On dit, ouais, j'ai trouvé une gentiane en Auvergne, ouais, c'est vachement bon. Oui, c'est vrai. En-delà de Michelot. C'est vrai. T'aurais pu aller chez moi, mais... Mais ça va. Il n'y a pas de concurrence. Bon, si tout le monde fonctionne, ça fonctionnera de manière globale. Au-delà de ma marque, c'est juste un mouvement plus global de gens qui veulent redécouvrir. En fait, il faut le mettre devant leur nez, leur expliquer avec passion. Émile, il l'a fait très bien pour le vin. Quand quelqu'un de passionné nous parle de quelque chose et que ce quelque chose est accessible, parce que moi, il y a un mec qui peut être passionné d'Aston Martin, je dirais c'est génial, mais je m'achèterai pas une Aston Martin. Quand il y a un mec qui est passionné et le truc au bout, il coûte 30 balles, on a envie de tester. Tu penses pas qu'il y a cette idée aussi de redécouvrir, de leur faire redécouvrir le patrimoine qui en intéresse certains? Ah si, bien sûr. Que ce soit patrimoine en termes de terroir, découvrir ce qui pousse chez toi, qu'est-ce qu'on peut en faire, patrimoine gastronomique, patrimoine, le paysage. Ouais. Évidemment, parce qu'un génépi, on ne ramasse pas au même endroit qu'une gentiane, qu'une verveine, qu'une menthe, etc. Et il y a différentes variétés. Oui, bien sûr. Comment tu arrives à... J'aime pas utiliser ce mot d'éducation parce que les consommateurs n'ont pas besoin d'être éduqués et je pense que c'est rabaissant d'utiliser ce terme, mais comment tu fais pour leur expliquer avec pédagogie que une liqueur, ça ne peut pas coûter moins de... Non, je le fais pas parce que je pense que... je me suis posé la question, Okay. Mais je pense que en fait, les gens ils s'en foutent. Tu penses? Toi, on t'explique pourquoi un Mac, ça coûte tant et... Non, c'est vrai, mais en soi, pourquoi pas? Et si ça faisait partie de l'ADN de la marque, je vais te donner un exemple tout bête. On a travaillé avec une cave coopérative dans le Languedoc, et en l'occurrence, il y a une cuvée qui s'appelle le Juste Fruit, et sur le Juste Fruit, ils ont décomposé en fait le nombre d'heures nécessaires à la création de cette cuvée, de la vigne en passant par le chai et en terminant par la commercialisation. Le nombre de mains, le nombre de personnes, le nombre d'heures. Et derrière, il y a même une reversion. Donc, il y a, je ne sais pas si c'est, imaginons, 1 euro sur cet achat qui est reversé à un fonds de solidarité pour des vignerons. Et en soi, cette cuvée, expliquée comme ça aux consommateurs, oui, ça plaît. Parce que c'est un achat engagé. Honnêtement, je comprends. Je ne crache pas sur les gens qui font ça. Moi, je ne ferais pas ça. Ok. J'y ai déjà réfléchi, sincèrement. Je le ferais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est limite de savoir pourquoi en fait tu le fais pas. Je trouve ça aussi parce que très pour intéressant. moi, l'argument de vente, c'est pas le fait d'expliquer qu'on doit acheter ce produit parce que derrière il y a. En fait, j'ai l'impression que c'est une justification. J'explique tout ça, donc regardez, je suis sympa et ce produit mérite d'être acheté. Bien sûr, mais tu comprends bien qu'aujourd'hui on peut pas arriver. C'est comme le Made in France. Expliquer d'acheter un produit juste parce qu'il est fait en France. Non, bien sûr. Ça suffit pas lui-même. Je suis d'accord. En attendant de dire que le produit il est bon, imaginaire, créer un narratif et les gens goûteront. S'ils trouvent ça bon, ils rachèteront. Et ils achèteront aussi d'abord par le narratif, absolument, par l'histoire, par les valeurs, par l'authenticité du produit. Je suis pas sûr qu'on fasse un business qui cartonne à grande échelle en expliquant que une part de cette bouteille ça coûte tant. Après là c'est sur une cuvée isolée, mais pour te dire qu'il y a des modèles, tu vois, il y a des modèles transparents qui, je vais prendre l'exemple Jules & Jeunes qui est une marque de chaussures qui décompose aussi tous ses coûts dans une idée de transparence. Après
La transparence, on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, c'est authenticité. Je trouve que l'authenticité n'a jamais été aussi fausse, aussi galvaudée. Oui, il y en a qui font semblant d'être authentiques. Exactement. Ouais. Toi, aujourd'hui, je t'ai entendu justement utiliser ce mot. Qu'est-ce que tu mets ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi être authentique ? C'est surtout mon personnage. Enfin, mon personnage, du coup, c'est pas un personnage, mais c'est la personne que je suis sur les réseaux sociaux qui est le authentique. Côté sans filtre. Voilà, exactement. Okay. C'est que moi, je mens pas aux gens. Tu vois, là, ce que je viens de te dire, bien sûr, j'aurais pu faire de faux semblants en disant oui, bah, c'est très bien, machin. Oui, en plus, il donne, donc oui. En fait, c'est quelque chose que moi, je vois qu'en France. Okay. Je pense. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on est obligé de mettre des prix chers, parce que en fait, il y a une énorme partie de ta bouteille qui ne revient pas dans ta poche, et tu es obligé d'expliquer aux clients pourquoi cette énorme partie, enfin, pourquoi c'est vendu aussi cher, et d'expliquer que tu vas gagner de l'argent. Ah oui, mais tu ouvres une boîte pour gagner de l'argent aussi. Donc moi, je ne vais pas expliquer aux gens que, regardez, je gagne de l'argent, mais j'en gagne pas autant que vous le pensez, parce qu'il y a toute cette partie-là. Mais t'as raison, c'est absolument franco-français. Hein. Non, et on est bien d'accord. Je vends un produit, je gagne de l'argent pour pouvoir ensuite vendre d'autres produits. Oui. En fait, c'est normal, s'il n'y a pas de bénéfice, je prends les clés de la boîte, je les jette dans les égouts et c'est terminé, il n'y a plus de boîte. Donc il n'y aura plus de produits. Donc je ne vais pas justifier le fait que je gagne de l'argent en expliquant aux gens pourquoi j'en gagne pas autant que vous pouvez l'imaginer. Peu importe ce qu'ils pensent. Les gens, ils aiment une histoire, un produit. Alors, c'est même pas ça, c'est qu'il y a un côté vraiment pédagogique. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que les consommateurs se rendent compte qu'un bouchon à tête, ça coûte tant, qu'une bouteille en verre, ça coûte tant? Non, mais je pense que même si tu leur expliques, ils s'en foutent. Tu vois, je suis pas convaincue. Je pense que la majorité des gens, oui, mais je pense que tu as quand même une petite frange de consommateurs que ça intéresse. Et toi, tu as déjà acheté une bouteille en te disant je mets 15 balles, parce que putain, son bouchon, il coûte 1 €. Non, pas le bouchon, il coûte 1 €. Mais parce qu'en fait, en voyant le circuit de production, je me dis que oui, c'est un prix juste. Ouais. En fait, cette notion de prix juste, après, dans le vin, c'est un petit peu différent, puisque aujourd'hui, on est en train de vivre une crise sans précédent, et il y a une telle pression que certains producteurs se bradent leur prix, notamment en grande distribution, et on se retrouve avec des vins style chez Lidl ou chez Aldi, à 1,59. Ça, c'est pas un vin qui met d'accord ni le producteur, ni le consommateur. Même si ça détruit l'image. On est bien d'accord, ça détruit l'image. Mais c'est surtout si le consommateur, le consommateur, mais là encore, c'est différent parce que les spiritueux, on les boit pas dans le même contexte. Ça n'a pas la. Oui, je réfléchis pas par rapport au monde du vin. C'est vrai, moi je réfléchis par rapport au monde du vin, tu vois. Mais c'est vrai que ce sont deux mondes tout à fait différents. Les gens ne soufflent pas autant sur le prix d'une bouteille, que ce soit de whisky, de gentiane ou une bouteille de vin. C'est impossible de faire une bouteille de spiritueux à 2 € puisque tu as le double de taxes minimum. Mais non, c'est absolument pas. C'est même pas envisageable. La moins chère de chez moi, si je prenais 0 € et que tout était bénévole, ça coûterait au moins 4 €. Ouais, non, mais tu vois. En 2025, pour toi, où se trouve la vraie difficulté ? Est-ce que c'est créer un bon produit ou créer un produit viable économiquement ? Alors, vous avez 2 heures. Pour moi, un produit... Non, l'équation est assez rapide à faire. C'est pour moi un mauvais produit. Aujourd'hui, sera beaucoup plus difficile à être fiable économiquement. Donc, le but, c'est de créer un bon produit et viable économiquement. Ok. Et pour toi, combien t'estimes la mise de départ pour créer une marque qui soit viable économiquement ? Nous, grosso modo, on a mis, il y a eu le capital, mais de notre poche, après en réinvestissement en compte courant, on a toujours tout fait en fonds propres depuis 2 ans et demi. D'accord. Pas d'investisseurs, pas de banque. C'est pas du tout dans les projets. Investisseur qui veut venir, nous on est ouvert. Non, mais par exemple, ouvrir la marque à certains membres de ta communauté et mettre, je sais pas, une adhésion à un ticket où tu pourrais avoir plusieurs personnes en fait. On y a réfléchi, mais c'est organisé par des plateformes et on n'aime pas le mode d'organisation. Okay. On paye trop de frais pour ça et donc ça a été mis de côté du coup. Non, on n'est pas du tout fermé à ce qu'il y ait des investisseurs, pas du tout, parce que notre problème actuellement, c'est qu'on vend trop vite. Et donc, c'est le temps qu'on récupère l'argent, et voilà. Et comme on a multiplication des distributeurs, des exportateurs, machin, donc on se dit, bon, au rythme auquel on était bon, là, on a du stock pour 3-4 mois. Et sauf que pendant 3-4 mois, on trouve des nouveaux clients. Ouais. Et donc là, il faut répondre aux commandes. Okay. Donc, c'est ça. Et après, la mise de départ, oui, grosso modo, tout confondu, on a mis 20 000 balles en tout, je pense. Ok, 20 000 balles. Voilà. Sauf qu'à 20 000 €, on court toujours après notre trésorerie. Parce que ça part en prod, le temps qu'on vende et récupérer l'argent
Et comme c'est pas des choses qu'on produit en instantané, il faut le temps que ça se fabrique. Est-ce que tes réseaux sociaux t'ont aidé, pour ma marque? Oui, évidemment, parce que en termes de travail commercial, moi j'ai déjà fait vite fait commercial, et même être serveur, caviste et tout, c'est pas commercial mais commerçant, mais bon, faut savoir vendre. Moi j'adore vendre, je parle assez facilement, je suis passionné de ce que je vends, donc, et j'aime ce contact, le contact client, etc. Ouais. Donc j'adore vendre, je sais plutôt bien vendre, je pense pas être le meilleur, mais loin de là, mais disons que c'est quelque chose que j'ai, une fibre que j'ai assez naturellement. Et je pense que de toute façon, il faut l'avoir naturellement, sinon on n'y arrive pas. Là où ça me mâche le travail, c'est que oui, je me fais plus chier à faire le commercial de porte-à-porte ou de choses comme ça maintenant. Ce que je faisais au début. Au début, je livrais à vélo et tout. Il y a 2 ans, je traversais Paris à vélo pour livrer, etc. Alors là, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, mais c'est surtout quand moi, je veux rentrer quelque part. C'est beaucoup plus facile. Je renvoie un message, en fait. Je dis, ouais, ton resto, il a l'air bien. Est-ce que on peut se faire une déguste? Et oui, ils me répondent, et la déguste se fait assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils achèteront derrière, mais disons que je suis dans des chaussons. Il y a un revers de la médaille aussi, c'est qu'il y en a, ils voient ça, mais ils ne pensent pas que c'est sérieux. Ouais. Et donc, par exemple, là, les contrats que j'ai à l'export ou sur des distributeurs, par exemple, là, je suis en négociation avec un distributeur, pas national, mais sur quelques points de vente et coins de France. Le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il me suit, et il m'a dit, mais là, c'est sous ma douche. Je me suis dit, mais attends, moi, j'ai plusieurs caves dans mon réseau, on cherche des liqueurs, je suis un mec qui fait des liqueurs tous les jours, et je ne l'ai jamais contacté. Ça m'arrive le hasard fait bien les choses. Sauf qu'en ce moment, en fait, comme ça fait longtemps que je le fais et que j'en parle, là maintenant, en fait, ça commence. Ça rentre dans leur imaginaire intellectuel qui se disent, en fait, ce truc-là existe. Le cycle de conversion, la vache. Il est super long. Pour ça, faut 2 ans. Faut être résilient. Ah ouais, faut s'accrocher là. Donc 2 ans, 2 ans et demi, et il y en a plein qui se disent, putain, mais c'est vrai, je cherche des liqueurs et t'existes, quoi. Voilà, et donc après, il y a plusieurs pays où on a des accroches, et maintenant, on commence à voir aussi via des recherches Google, parce qu'on travaille beaucoup notre SEO. SEO, ok. Et donc ça, c'est pratique, parce qu'on fait rien. Si, quand même. Voilà, mais c'est quelqu'un qui nous envoie un message, bonjour, on est intéressé par ça. Ok. Ça tombe bien, on en a. Ok, donc le point d'accroche, c'est toi. Et une fois qu'ils goûtent, qu'est-ce qu'ils te disent, les pros? On veut du génépi, de la verveine et du sureau. Ok, très bien. En fait, ma question, c'est qu'aujourd'hui, vendre en B2B, ok, très bien, c'est fait. Comment on arme, entre guillemets, les revendeurs pour leur faciliter, eux, la revente? Est-ce que... je veux dire les distributeurs, etc. Exactement. Est-ce que tu as des fiches techniques pour leur apprendre à parler de tes produits ou pas du tout? Alors ça, faut qu'on essaye d'améliorer, mais oui, on a des fiches descriptives, on a des accords, création de cocktails. Okay. Non, parce que moi, accord, mais spiritueux, c'est pas un truc auquel je crois. Ok. Donc ça, j'en parle jamais. Et ça c'est un super... Quand j'étais dans le whisky, là, ça me saoulait qu'on me parle de ça. Ok. Personne n'a envie de se baffrer une entrecôte en buvant un whisky à 45 degrés. Ça n'existe pas, en fait. Ou alors pas sur tout un repas, non? À la limite un dessert, ou sinon avec un carreau de chocolat à la fin, mais c'est tout. Ça sert à rien de faire des accords sur tout un repas. J'ai jamais compris comment les gars... le whisky, mais moi aussi, mais j'ai jamais compris comment les gars pouvaient tenir sur un repas entier juste au whisky. Non, ils font semblant. T'es ravagé, t'es rougeau, tu transpires, c'est pas possible. C'est pas agréable, t'es en train de boire, t'as soif, t'as pas envie de te demander une énorme gorgée d'un truc à 40 degrés, c'est pas possible. Donc non, ça, les accords, j'y crois pas trop. Surtout que nous, on fait des liqueurs, donc c'est sucré. Donc les accords dessert, liqueur... Ouais, ça pourrait être sympa de faire des accords de contraste, par exemple. Oui, peut-être. Honnêtement, je suis pas le meilleur là-dedans. Donc un jour, on se penchera peut-être à fond dessus quand faudra... En fait, je règle le problème de distribution. Oui, bien sûr. Et ensuite, quand j'en aurai plein de stocks partout, je dirais, bon, là, maintenant, il faut que ça parte. Donc, on va travailler des techniques pour que ça parte un peu mieux qu'avant. Mais oui, on essaye de faire des flyers. J'ai fait des tournées commerciales déjà avec des agents. Okay. Donc, on les appuie sur le terrain. Si on a des contacts qui sont dans leur zone et qui viennent vers nous, on les renvoie vers eux. Okay. Donc, on essaye d'être beaux joueurs quand même. Oui, bien sûr. Et quand ils sont sur une zone, on leur délègue la zone complètement et on leur laisse les ventes. Et comme ça, on délègue aussi la confiance à travers eux. Mais il faut qu'eux, ils soient aussi bons représentants de qui on est. Bon, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait, mais c'est sûr qu'on agit toujours sur... notre argument, c'est notre traction. Oui, la traction, les valeurs peut-être. Aussi, oui, c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on me contacte, c'est toujours pour ça. Les étiquettes, on n'en a pas du tout parlé, mais... T'aimes bien les nouvelles? Elles sont très très belles, les étiquettes. Cool. En fait, je sais qu'on est là... Je suis une buse là-dedans. Ah non, mais elles sont très très belles. Je suis une buse. Elles sont très très belles.
Franchement, bravo. Je les trouve. Bah merci. Bah, c'est pas mon. Enfin, Non, mais je me moi doute j'ai bien. validé. Moi je dis. Moi, je me doute bien que Ça c'est beau. ça c'est beau, ça j'aime, je valide. Ça c'est beau. On peut améliorer 2-3 trucs comme ça. Tu peux me faire ça rapidement, Ah, ça tu mets un bleu oui. blanc rouge quelque part pour que ça fasse joli. Mais Non, bleu blanc c'était rouge au chouette. milieu du orange, ça marche pas trop. Ah, je sais, Fais un mais effort. c'est ton métier. Donc, Non, c'est vraiment très joli. Il y a une vraie belle cohérence de gamme. merci. Donc ça crée une cohérence de marque. Donc pour ça, bravo. Merci. Bah, c'est une agence qui nous a fait ça et très talentueuse. Et du coup, maintenant qu'on travaille avec eux sur tout le reste. Ok. C'est une agence confidentielle. On peut. Non, il s'appelle Quartier de la Mode. Quartier de la mode. Et je leur Ok, très passe bien. le bonjour. Ok. Bah, c'est toujours intéressant. Parce que j'envoie des messages très vindicatifs à 7h du matin. Avant. Ce qui est ma particularité. Enfin, vindicatif, je dis ouais, salut, on avance là-dessus. Et À ils répondent, 7h du matin. Ah bah ouais. Parce que moi, je me réveille, hop, je vire le mode avion et je vais sur les ventes. Et après, je regarde ma to-do list et je fais ah putain, il y a plein de trucs à faire. Oh punaise. Et je vais me servir une infusion Une infu. Ah ouais. de plantes. Eh bah ouais, De on est plantes, corporate. effectivement. Ah ouais, non, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Quelle est la partie du quotidien, Johan, qu'on n'imagine pas du tout quand on rêve de lancer sa marque? Je pense que c'est une partie de quotidien qui est partagée par tous les entrepreneurs. En fait, on peut pas le vivre tant qu'on n'est pas soi-même entrepreneur. Je sais pas qui avait cette citation, mais c'est une citation que j'ai fait, que je réutilise souvent. Je suis nul en citation. C'est la première fois de ma vie que dans une interview, je vais faire une citation. C'est Vas-y, vraiment, c'est pas grave. j'upgrade. Dans tous les cas, il y aura le C'est montage. l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. C'est Ça, ju- c'est exactement ça. C'est beau, hein. Et en fait, la fois où j'ai entendu cette citation, je dis mais c'est vrai que c'est tellement vrai. En fait, c'est difficile à décrire. Mais seul un autre entrepreneur peut comprendre ce qu'on vit. Il faut être résilient, il faut être un peu barjot aussi des fois. Mhm. Parce que l'accumulation des faux espoirs, des problèmes. C'est-à-dire les faux espoirs. Par exemple, tu tombes sur un distrib qui dit ouais, je veux travailler avec toi, machin. En fait, soit ça marche pas, soit en fait il prend une toute petite quantité, soit il prend qu'une fois et il reprendra plus parce qu'il n'arrive pas à vendre. En fait, tu as l'impression que ta vie va changer tout le temps et en Ouais, bien sûr. fait, c'est sur le long terme que les efforts ont marché. Donc c'est toujours cet ascenseur émotionnel qui est assez difficile à vivre. Et puis moi, je suis très émotif, donc je le vis à fond. Et le tu haut. descends à fond, Et tu craches à fond, voilà. ouais, d'accord. Donc Ouais, moi, bien c'est sûr. tout le temps comme ça. Donc vraiment, hier, je pouvais être en dépression et aujourd'hui content. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment ma personnalité Et de je toute pense façon. malheureusement que c'est un petit peu le trait de caractère de tous les entrepreneurs. Voilà, donc moi, je vis les trucs à fond. Et ouais, il y a des jours, je suis au fond du gouffre sans raison apparente. Et des jours où je suis très heureux sans raison apparente. Donc c'est vraiment moi, c'est ça mon quotidien. Il faut être très résilient. Puis ensuite, il faut faire sur les réseaux sociaux. Continuer d'animer mon compte. Il faut pouvoir faire face à quelques critiques. Et encore, moi, j'ai rien du tout. Mais j'imagine. Donc, ça me fait mieux aussi comprendre de manière empathique Bien sûr. des gens qui lancent des business qui se font arracher parce qu'ils ont des grosses communautés, etc. Tu dis, oh la vache. Et lancer une marque d'alcool. Alors, c'est une marque d'alcool, c'est très dur. Et c'est à la fois très stupide de ma part. Parce que c'est probablement le seul business où je peux pas en parler de manière. Et oui, c'était ma prochaine question. Et il y a un an, tu vois, un moment où j'étais au fond du gouffre, je dis mais Johan, mais t'es vraiment, s'il y a un gros débile en France, c'est toi quoi. T'as amassé une communauté que tu pourrais transformer vers de la gastronomie ou quoi, et t'as créé le seul produit dont t'as pas le droit de parler. Excuse-moi. Mais c'est vrai que... Je dis mais t'es le guignol originel quoi. Donc bon, j'ai essayé de travailler sur d'autres méthodes et au bout d'un moment, je me dis de toute façon c'est trop tard, tu y es, donc on continue, Foutu tu vois. pour foutu. Voilà. Si tu veux ouvrir un resto, non, on va pas ouvrir un resto, donc bon, on continue, voilà. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup cogité, et un regret que j'ai eu, c'est pas très corporate de dire ça, mais c'est ce que je pense, et si quelqu'un veut se lancer un jour, c'est un des premiers conseils que je donnerais, c'est d'avoir créé une marque de zéro. J'aurais jamais dû faire ça. Ah, c'est tellement dur. T'aurais préféré Ah, reprendre une marque? Ah ouais, clairement. Ah ouais. Là, si je devais repartir à zéro, c'est ce que je ferais, direct. Ok, on garde ça pour la suite, parce Ouais. que c'est clairement une question que je pas de pensais souci. te poser. Mais intéressant. Je parce pense que c'est tu mon vois, plus gros regret. Enfin, mon plus gros regret, oui et non, parce que ma marque, je l'adore et elle a toute l'histoire qui colle à moi-même. Mais c'est tellement dur. Avec du recul, je pense que je me serais infligé moins de douleur en reprenant une marque. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus sur le projet de Michelot? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'énergie? De l'argent, pas tant que ça, puisque comme j'ai dit, on a mis 20 000 euros à nous tous. Je trouve que ça va. Donc Investissement. oui, avec l'argent accumulé de chacun, c'était assez raisonnable. De toute façon, quand on monte une boîte, il faut mettre de l'argent, parce que le premier à y croire, c'est toi, sinon ça sert à rien. Donc de l'argent, pas tant que ça, parce que pour l'instant, en plus, ça marche plutôt bien, donc on n'en a pas perdu. Après, moi, par exemple, je ne me paye pas. Oui, comme beaucoup, Voilà. ouais. Après, j'ai mes réseaux sociaux qui me font vivre à côté. Bien donc sûr, c'est bien aussi sûr, un bien système sûr. un peu particulier, mais... Ouais. Et ton agence?
Et mon agence aussi. Et donc, ce qui m'a coûté le plus, c'est des points de vie, quoi. C'est des PV. C'est toute ma vie, en fait. Moi, j'ai pas de hobby. Bien sûr. Quand je pars en vacances, mais les vacances, elles sont aussi souvent rythmées autour de ma passion sur les spiritueux. Je décroche mon téléphone, j'ai mes mails. Alors, je suis pas le plus acharné du travail qui existe, mais c'est pas que dans la production, c'est dans l'occupation mentale. Mentale, bien sûr. Je ne pense qu'à ça. Quand je dis que j'ai pas de hobby, j'ai pas de hobby. Non, mais là, t'as pas la place pour avoir des hobbies. Là. Et c'est surtout, il n'y a rien qui me passionne autour, ça me dévore, en fait. Donc, quand il y a un truc qui marche pas, ou tu sens que tu es vraiment dans une mauvaise passe, mais ça te dévore de l'intérieur. Ouais. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui souhaiterait lancer sa marque de spiritueux en 2025, quel serait-il ? Comme je disais tout à l'heure, du coup, ce serait plutôt d'avoir une marque préexistante qui marchait déjà bien, qui a un gros carnet d'adresses, qui tombe, pas forcément parce que c'est l'occasion de pouvoir la racheter, parce que si elle marche bien, personne ne va vous la vendre, ou sinon il faut être très riche. Mais l'avantage que ça va vous donner, c'est que vous aurez un carnet d'adresses, une notoriété, les gens vous connaissent, du moins une partie des gens vous connaissent, un ancrage local, peut-être même, et ça c'est ce qu'on n'imagine pas, un ancrage international, parce qu'il y a des liqueurs, on peut se dire putain ça marche pas, enfin des liqueurs, des alcools, on peut se dire putain ça marche pas trop en France, mais ça se trouve peut-être ça marche que ailleurs. La poche de croissance elle est à l'international. Ça marche ailleurs, et donc il y aura ce fond de roulement qui permettra dès le début, vous reprenez une boîte qui vivote, vous n'avez pas grand chose à faire pour la remettre à flot. Et ensuite, vous apportez toute votre puissance, votre énergie, votre carnet d'adresses personnelles, etc. au développement. Et ça vous permettra d'économiser en fait les 2, 3, 4 premières années où il faut réussir à arracher un projet qui vient de nulle part à quelque chose qui est ancré parce qu'on l'a vu plusieurs dizaines, centaines, milliers de fois dans plein de bars, plein de restaurants. Là, par exemple, il y a la vieille prune de Souillac qui a été rachetée. Oui. Plusieurs millions, donc c'est pas la même échelle, mais qui a été rachetée quand même. Les mecs qui ont racheté vieille prune de Souillac, ils partent avec un avantage qui est considérable. Tout le monde connaît vieille prune de Souillac, et même si ça se vend pas trop à un certain moment... Le nom est connu, en fait, le nom est connu. Il y en a partout. Ouais. Du petit bar du coin jusqu'aux grandes maisons, il y a de la vieille prune de Souillac. Donc ceux qui ont racheté ça et ils ont déjà des marques d'alcool, ceux je les connais, ils ont déjà des marques d'alcool à côté. Surtout, ils ont un carnet d'adresses pour caler tout le reste maintenant. C'est un super coup. Et des marques comme ça en France, il y en a pléthore. Peut-être que ça sera pour la suite de l'aventure de Michelot. Il y a 2-3 marques, ça me dérangerait pas de racheter. Ouais. Si jamais tu as une annonce à faire, tu peux te positionner. Je sais à qui elles appartiennent, donc ça sert à rien de faire l'annonce. Okay, super. Dans tous les cas, il va falloir qu'on arrive à conclure cet épisode. Ouais. Je te remercie, Johan. Cet épisode aurait pu être carrément beaucoup plus long parce que je sens que tu as encore plein de choses à nous dire. Évidemment. Je pense que ça peut même valoir la peine, en fonction des retours des auditeurs, de faire un deuxième épisode. Avec grand plaisir. Et encore merci d'avoir accepté merci pour l'invitation et à bientôt. À bientôt.